Dieu, prends-moi maintenant. Le murmure s'est échappé comme une buée fragile dans l'air glacial. Un sanglot si ténu qu'il aurait pu être confondu avec le sifflement du vent dans la ruelle. C'était la prière d'une enfant, une âme de 7 ans abandonnée au milieu des ordures, sous la pluie fine et tenace d'une nuit de novembre à Lyon. Cette simple phrase, lancée vers un ciel invisible, allait changer le cours de 2 vies de la manière la plus inattendue qui soit. Ce que vous allez découvrir est une histoire de destin brisé, qui se heurte dans l'obscurité pour, peut-être, se réparer. Regardez bien jusqu'à la fin. Et quand vous aurez tout vu, dites-moi dans les commentaires quelle note, de 0 à 10, vous donneriez à cette histoire. Si elle vous touche, abonnez-vous à la chaîne pour soutenir mon travail. Votre soutien est précieux. Loin de cette ruelle sombre, au sommet de la colline de la Croix-Rousse, une autre âme était perdue, mais dans une prison dorée. Arthur Dubois, la cinquantaine, était un homme que Lyon connaissait bien. Son nom était gravé sur les plaques des projets immobiliers les plus luxueux, des tours de verre et d'acier qui redessinaient l'horizon de la ville. Il possédait tout ce que l'argent pouvait acheter. Un penthouse ultramoderne avec une vue panoramique, une cave remplie de vins hors de prix, une réputation d'homme d'affaires impitoyable et efficace. Mais Arthur était un fantôme errant dans son propre royaume. Chaque soir, le silence de son appartement immense n'était rompu que par le ronronnement sourd de la ventilation. Il dînait seul, face à une baie vitrée qui lui renvoyait le reflet d'un homme au costume impeccable mais au regard vide. Les plats, livrés par les meilleurs traiteurs de la ville, n'avaient aucun goût. L'argent, le pouvoir, le succès. Tout cela n'était qu'un anesthésiant, une distraction pour ne pas sombrer dans le gouffre qui s'était ouvert en lui des années plus tôt. Le gouffre portait un nom, Éléonore, sa fille, morte à l'âge de 9 ans dans un accident de voiture. Un accident où il était au volant. Depuis ce jour, la vie d'Arthur n'était qu'une longue pénitence silencieuse. Chaque projet immobilier, chaque million gagné, n'était qu'une tentative désespérée de construire quelque chose sur les ruines de sa propre vie. Sa femme, incapable de vivre avec le fantôme de leur enfant flottant entre eux, l'avait quitté. Il ne lui restait que le travail, une fuite en avant pour ne pas s'arrêter, pour ne pas penser, pour ne pas sentir. Le penthouse, avec sa vue imprenable sur un lion qu'il ne touchait plus, était le symbole parfait de son existence. Une tour d'ivoire, magnifique et complètement vide. Ce soir-là, en rentrant d'un autre dîner d'affaires où les sourires étaient aussi faux que les compliments, Arthur sentit une vague de lassitude l'envahir. Sa berline allemande glissait en silence sur l'asphalte mouillé. Il voulait juste rentrer, s'enfermer, et laisser la nuit passer. Mais le destin, ou peut-être le hasard, en avait décidé autrement. Une déviation pour travaux bloquait sa route habituelle. Agacé, impatient, il tourna brusquement dans une ruelle qu'il n'avait jamais empruntée. Un de ces passages étroits et mal éclairés qui serpentent derrière les grands quais, là où la brume du Rhône semble tout avaler. La voiture avançait lentement sur les pavés inégaux. C'est là qu'il l'entendit. D'abord un son indistinct, un souffle. Il baissa le volume de la radio, puis, plus clairement, un sanglot. Et enfin, cette phrase, murmurée avec le dernier souffle du désespoir. « Dieu, prends-moi maintenant !» Le cœur d'Arthur se serra. Ce n'était pas de la pitié. C'était autre chose, une impulsion violente, viscérale, qu'il ne comprit pas. Il freina brusquement. Il resta un instant immobile, les mains crispées sur le volant en cuir, le moteur tournant au ralenti. La logique lui criait de repartir. Ce n'était pas son problème. Il y avait des services pour ça. Mais ses jambes bougèrent d'elles-mêmes. Il coupa le contact, plongeant la ruelle dans un silence presque total, seulement troublé par le crépitement de la pluie. Il sortit de sa voiture. L'air froid le saisit. L'odeur des poubelles mouillées lui monta aux narines. Il avança prudemment, guidé par le son qui s'était tu. Et il la vit. Recroquevillée entre 2 conteneurs verts éventrés, une petite silhouette grelottait. Une fillette, pas plus de 7 ans, vêtue d'un simple pyjama rose, sale et trempée. Elle ne pleurait plus. Ses yeux, immenses et sombres dans la faible lueur d'un lampadaire lointain, étaient fixés sur lui, remplis d'une terreur muette. Mais il y avait aussi une lueur de défi, une dignité farouche dans sa posture. Arthur s'arrêta à quelques mètres, le souffle coupé. Que dire? Que faire? La petite fille serrait contre sa poitrine une petite boîte en bois, comme si c'était le seul trésor au monde. Et puis,
Pour se calmer, pour se donner du courage, elle se mit à fredonner. Une mélodie douce, simple, presque un murmure. Et à cet instant, le monde d'Arthur Dubois bascula. Le sol sembla se dérober sous ses pieds. Le froid, la pluie, les ordures, tout disparut. Il n'y avait plus que cette mélodie. Une berceuse. Une berceuse que seule sa femme, Hélène, chantait à leur fille, Éléonore. Une mélodie intime, un secret de leur famille détruite. Une musique qu'il pensait avoir oubliée et qui venait de lui transpercer le cœur comme un poignard de glace. C'était impossible. Absolument impossible. Pourtant, la petite fille continuait de la fredonner, une note après l'autre, avec une justesse déchirante. Arthur sentit ses yeux s'embuer. Pour la première fois depuis des années, une véritable émotion, brute et douloureuse, brisait l'armure de glace qu'il s'était forgée. Il savait, à cet instant précis, qu'il ne pourrait jamais faire demi-tour et laisser cet enfant derrière lui. Elle n'était plus une inconnue. Elle était un mystère lié à son passé le plus profond, et peut-être, sans qu'il ose encore se l'avouer, sa seule chance de rédemption. Il s'approcha lentement, comme on approche un animal blessé, les mains légèrement écartées pour montrer qu'il ne lui voulait aucun mal. La petite fille, qui s'appelait Léa, le fixait sans ciller, sa terreur laissant place à une sorte de curiosité méfiante. Arthur, l'homme habitué à commander des centaines d'employés, ne savait plus quoi dire. Les mots lui manquaient. Il finit par murmurer la seule chose qui lui vint à l'esprit. « Tu as froid, viens. » Il retira son long manteau de cachemire, une pièce valant plusieurs milliers d'euros, et sans y penser, en enveloppa les épaules frêles de l'enfant. Elle se laissa faire, surprise par la chaleur soudaine. Le trajet jusqu'au penthouse fut surréaliste. Le silence dans l'habitacle de la berline était plus lourd que celui de la ruelle. Léa était assise sur le siège en cuir, minuscule, perdue dans l'immensité du luxe, serrant toujours sa petite boîte à musique contre sa poitrine. Elle ne disait rien, regardant les lumières de la ville défiler à travers la vitre, des larmes silencieuses traçant des sillons sur ses joues sales. Arrivée dans l'immense appartement de verre, Léa parut encore plus petite, encore plus fragile. Pour elle, cet endroit n'était pas une maison, c'était une autre planète, un aquarium géant suspendu au-dessus d'un monde qu'il avait rejeté. Arthur la guida vers une des salles de bain d'invités, un sanctuaire de marbre et de chrome. Il fit couler un bain chaud, ses gestes maladroits, hésitants. Cela faisait si longtemps qu'il n'avait pas pris soin de quelqu'un. Chaque geste était un écho, un fantôme de souvenirs qu'il avait tenté d'enterrer sous des tonnes de béton et d'acier. En lavant doucement les cheveux emmêlés de Léa, il dut fermer les yeux, combattant une vague de chagrin qui menaçait de le submerger. Une fois propre, vêtue d'un de ces t-shirts en coton qui lui servaient de chemise de nuit, Léa semblait différente. La saleté avait caché un visage aux traits fins et une pâleur inquiétante. Arthur lui prépara un chocolat chaud et des biscuits, les seules choses qu'il trouva dans sa cuisine aseptisée. Elle mangea en silence, avec une lenteur et une application qui brisèrent le cœur d'Arthur. Ce n'était pas la faim vorace d'une enfant affamée, mais la prudence d'une créature qui avait appris à ne rien attendre de la vie. Pendant qu'elle s'endormait enfin sur un canapé immense, épuisée, la boîte à musique posée à côté de sa tête, Arthur fit ce que la loi exigeait. Il appela les autorités. Lui, l'homme qui pouvait faire plier un conseil municipal d'un simple coup de fil, se retrouva face à un mur de procédures et de questions soupçonneuses. Un homme riche qui trouve une enfant abandonnée au milieu de la nuit? L'histoire paraissait suspecte. On lui promit qu'une équipe des services sociaux le contacterait au plus vite. Le contact eut lieu plus vite qu'il ne l'aurait cru. Au petit matin, son téléphone sonna. Ce n'étaient pas les services sociaux, mais un gendarme qui l'informa que les tuteurs légaux de la petite Léa avaient été retrouvés et qu'ils étaient morts d'inquiétude. Ils s'appelaient Nadine et Marc, sa tante et son oncle. Ils arrivaient. Leur arrivée fut une pièce de théâtre parfaitement orchestrée. Nadine, une femme au visage aigri, se jeta sur Léa, encore endormie, avec des sanglots bruyants qui sonnaient faux. Marc, un homme à l'allure fuyante, serra la main d'Arthur avec une poigne moite, le remerciant avec des mots mielleux, tout en jetant des regards avides sur le luxe de l'appartement. Ils expliquèrent ce que Léa était une enfant difficile, qu'elle avait fait une fugue. Leur inquiétude paraissait aussi authentique qu'une fleur en plastique. Arthur les observait, un sentiment de malaise grandissant en lui.
Il remarqua la façon dont Léa, maintenant réveillée, se raidit au contact de sa tante. Il vit le regard vide de l'enfant, qui ne montrait aucune joie, aucun soulagement. Nadine et Marc jouaient à leur rôle à la perfection, se présentant comme des victimes, des tuteurs dévoués et dépassés par une nièce à problème. Ils accusèrent presque Arthur, entre les lignes, d'avoir des intentions troubles. Pourquoi un homme comme lui s'intéresserait-il à une enfant des rues? Quand les services sociaux arrivèrent enfin, le piège se referma sur Arthur. Face à lui, il y avait une famille légalement constituée, éplorée, et un millionnaire solitaire. La loi était claire. Léa devait retourner avec ses tuteurs. Arthur tenta d'expliquer ses doutes, de parler de l'état de l'enfant, du cri de désespoir qu'il avait entendu. Mais ses paroles se perdaient dans le jargon administratif. Pour l'assistante sociale fatiguée, c'était un dossier de plus, une fugue, une famille dysfonctionnelle, rien que de très banal. Arthur se sentit impuissant, comme il ne s'était jamais senti de sa vie. Son argent, son pouvoir, ne valaient rien face à la machine bureaucratique. Il vit Nadine tirer Léa par le bras, un peu trop fort. Il vit le regard de détresse que la petite lui lança par-dessus son épaule avant de disparaître dans l'ascenseur. Un regard qui disait « Ne m'abandonne pas ». Ce soir-là, le Penthouse était de nouveau silencieux. Mais ce n'était plus le même silence. Ce n'était plus le vide de la solitude, mais le silence assourdissant de l'absence. Sur la table basse, Léa avait oublié quelque chose. Un petit peigne en plastique. Un objet sans valeur, mais qui, pour Arthur, représentait tout ce qui n'allait pas dans cette histoire. Il comprit alors qu'il venait de pénétrer dans un champ de mine. Chaque pas pouvait être le dernier. Et au centre de ce piège se trouvait cette petite fille qui fredonnait la mélodie de son passé. L'abandonner n'était plus une option. La garder était impossible. La vraie bataille ne faisait que commencer. Arthur Dubois n'était pas un homme d'action. Il était un homme de stratégie. Il ne gagnait pas par la force, mais en anticipant les mouvements de l'adversaire. Et pour la première fois, il avait un adversaire clair. Ce n'était plus le fantôme de son passé, mais un couple avide et cruel. Le lendemain matin, il ne contacta pas ses avocats. Pas encore. Il appela un homme dont le nom ne figurait dans aucun annuaire, un ancien policier reconverti en détective privé, le meilleur de Lyon. Son nom était Moreau. « Je veux tout savoir sur eux », dit Arthur d'une voix dénuée de toute émotion. Nadine et Marc. Leurs finances, leurs dettes, leurs fréquentations. Je veux savoir où va chaque centime qu'ils dépensent, et je veux que vous soyez discret comme une ombre. Moreau, à l'autre bout du fil, ne posa aucune question superflue. Il comprit. Pour le prix qu'Arthur était prêt à payer, il deviendrait le fantôme de ce couple. Mais pendant que l'enquête d'Arthur commençait dans l'ombre, Nadine et Marc, eux, préparaient leur propre offensive, en pleine lumière. Se sentant menacés par l'intérêt de cet homme puissant, ils décidèrent de frapper les premiers. Ils contactèrent un journaliste d'un tabloïd local, avide de scandales. Ils lui servirent une histoire larmoyante, celle de tuteurs dévoués et aimants, harcelés par un milliardaire excentrique qui s'était entiché de leur nièce et tentait de la leur arracher. Quelques jours plus tard, la première salve explosa. Un article en première page avec une photo floue d'Arthur et un titre sensationnaliste. Le magnate de l'immobilier et l'orpheline. Générosité ou obsession malsaine. L'article était un tissu de sous-entendus et d'insinuations. Il dépeignait Arthur comme un homme seul et instable, un prédateur potentiel. Le coup fut brutal. Le téléphone d'Arthur se mit à sonner sans discontinuer. Ses associés, ses amis du monde des affaires, tous l'appelaient, inquiets, non pas pour lui, mais pour l'image de leurs entreprises associées à la sienne. Arthur commença alors son sacrifice. Pour la première fois de sa carrière, il annula des réunions cruciales. Il délégua la supervision du plus grand projet de sa vie. Il ignora les appels de banquiers et d'investisseurs. Son empire, qu'il avait mis 30 ans à construire, commençait à vaciller, et pour la première fois, il s'en moquait. Car pendant que son monde extérieur s'effondrait, un nouveau monde, fragile et timide, naissait à l'intérieur de son penthouse. Il avait obtenu, par une ordonnance d'urgence de son avocat, un droit de visite supervisé, 2 fois par semaine, en attendant une audience plus formelle. Ces quelques heures avec Léa devinrent le centre de son existence. Il découvrit un univers dont il avait tout oublié. Celui des dessins animés, des goûters au chocolat, des puzzles de 1000 pièces. Il était maladroit, gauche. Il ne savait pas comment parler à une enfant traumatisée. Il essayait de lui acheter son affection avec des jouets hors de prix. Mais Léa les ignorait. Elle restait assise en silence, serrant sa petite boîte à musique.
Un après-midi, frustré par son propre échec, Arthur s'assit simplement par terre à côté d'elle et ne dit rien. Il resta là, en silence, pendant près d'une heure. Et puis, un miracle se produisit. Léa tendit sa petite boîte vers lui. D'un doigt hésitant, elle tourna la minuscule manivelle. La douce mélodie, celle qui avait tout déclenché, emplit le silence du penthouse. Elle ne le regardait pas. Mais c'était une invitation. Un partage. Arthur sentit une chaleur qu'il n'avait pas connue depuis la mort d'Éléonore. Il comprit que ce n'était pas de cadeaux dont elle avait besoin, mais de présence, de patience. Il se mit à lui raconter des histoires, non pas des contes de fées, mais des souvenirs de son propre quartier d'enfance, un quartier populaire qu'il avait quitté depuis longtemps. Il lui parla des jeux dans la rue, des cabanes construites avec 3 bouts de bois. Et il vit, pour la première fois, une lueur d'intérêt dans les yeux de la petite fille. Il perdait sa réputation, il perdait peut-être des millions, mais il était en train de gagner quelque chose d'infiniment plus précieux, un lien. Une semaine plus tard, le détective Moreau le rappela. « J'ai ce que vous vouliez », dit-il simplement. Ils se retrouvèrent dans un café discret des pentes de la Croix-Rousse. Moreau posa une enveloppe épaisse sur la table. « Votre oncle est un joueur compulsif. Il fréquente des cercles de poker clandestins. Il doit de l'argent à beaucoup de monde. » À l'intérieur de l'enveloppe, des photos de Marc, le visage blême, à une table de jeu. Mais ce n'était pas le pire. Moreau avait aussi obtenu des relevés bancaires. La mère de Léa lui a laissé un petit héritage, une assurance vie. Pas une fortune, mais assez pour assurer son avenir. L'argent était sur un compte bloqué dont Marc et Nadine étaient les gestionnaires. En un an, ils ont tout siphonné. Chaque centime. Arthur regarda les documents, les dates des retraits coïncidant avec les pertes de jeu de Marc. La vérité était là, noir sur blanc. Ce n'était pas de la négligence, c'était un pillage systématique et cruel. Il n'avait pas seulement abandonné Léa, il l'avait volée, lui prenant le dernier lien matériel avec sa mère. Une rage froide et pure envahit Arthur. Il ne s'agissait plus seulement de protéger une enfant, il s'agissait de la venger. Il savait maintenant qu'il ne se battait pas contre des tuteurs incompétents, mais contre des monstres ordinaires. Le genre de monstre qui sourit en vous poignardant dans le dos. La bataille juridique allait être féroce, mais il venait d'obtenir ses premières munitions. Et il était prêt à aller jusqu'au bout, quel qu'en soit le prix. Le prix à payer se manifesta plus vite qu'il ne l'aurait imaginé. Armé du dossier de Moreau, Arthur convoqua son équipe d'avocats, non pas dans leur bureau lambrissé, mais dans son propre salon, au milieu des puzzles à moitié terminés et des crayons de couleur de Léa. Pour la première fois, ces hommes de loi habitués aux fusions d'acquisition se retrouvèrent face à des relevés de comptes minables et des photos de tables de poker clandestines. Arthur fut clair, sa voix tranchante comme le verre. « Je ne veux pas seulement la garde. Je veux qu'ils répondent de leurs actes. Détournement de fonds sur mineurs, mise en danger, abandon. Je veux que la justice voie qui ils sont vraiment. » L'offensive fut lancée. Une plainte formelle fut déposée. Nadine et Marc reçurent une convocation qui fit l'effet d'une bombe. Leur panique initiale se mua rapidement en une rage venimeuse. Acculés, ils décidèrent de jouer leur va-tout. Ils retournèrent voir le même journaliste, cette fois en pleurant des larmes de crocodile, accusant Arthur d'utiliser sa fortune pour fabriquer de fausses preuves et leur voler la seule famille qui leur restait. La guerre médiatique s'intensifia. Le nom de Dubois n'était plus seulement associé au luxe, mais au scandale. Des partenaires d'affaires prirent leur distance. Des contrats furent suspendus. Arthur regardait son empire se fissurer, mais il ressentait une étrange sérénité. Chaque coup qu'il recevait dans sa vie professionnelle était une confirmation qu'il était sur la bonne voie dans sa vie personnelle. Son penthouse, autrefois un mausolée de solitude, s'était métamorphosé. Des dessins de Léa, maladroits et colorés, étaient aimantés sur le réfrigérateur en acier brossé. Un château en Lego occupait un coin du salon. Le silence avait été remplacé par le son d'un dessin animé ou par les questions incessantes de la petite fille, qui commençait doucement à sortir de sa coquille. Léa parlait peu de son passé, mais elle observait tout. Elle observait la douceur maladroite d'Arthur quand il essayait de lui faire une tresse, la concentration sur son visage quand il l'aidait pour un puzzle. Elle voyait un homme qui, malgré son immense pouvoir, semblait aussi perdu qu'elle. Et dans cette fragilité partagée, un lien de confiance se tissait, plus solide que n'importe quel contrat. Un soir, alors qu'Arthur était au téléphone, en pleine négociation tendue concernant un projet immobilier majeur, Léa s'approcha et lui tira la manche de sa veste.
Il fit un geste pour lui dire d'attendre, mais elle insista, lui tendant un dessin. C'était un portrait de lui, un grand bonhomme avec un sourire immense, tenant la main d'une petite fille. À côté, elle avait dessiné un soleil. Arthur sentit sa gorge se nouer. Il mit fin à l'appel abruptement. C'est très important, je vous rappelle. Il prit le dessin, le regarda longuement, et pour la première fois, il comprit que la plus grande construction de sa vie n'était pas une tour de verre, mais la reconstruction de cette petite âme. C'est alors que le détective Moreau rappela, avec une information qui allait faire converger les deux mondes d'Arthur. J'ai trouvé l'ancienne adresse de Léa et de sa mère, Hélène, un vieil immeuble dans le quartier de la Guillotière. Moreau lui donna le numéro et le nom de la rue. Arthur sentit le sang quitter son visage. Il connaissait cette adresse. Il la connaissait trop bien. C'était le bâtiment principal d'une parcelle qu'il avait rachetée 6 mois plus tôt. Un bâtiment insalubre, destiné à être rasé dans les semaines à venir pour laisser place à un complexe d'appartements de luxe. Le choc fut d'une violence inouïe. Il était sur le point de détruire la dernière maison de Léa, le dernier endroit où elle avait été heureuse avec sa mère. Pire encore, en consultant les archives du projet, il réalisa qu'il avait lui-même grandi à quelques rues de là, dans un quartier similaire, avant de faire fortune et de tout faire pour effacer cette partie de son passé. Ce bâtiment n'était pas qu'un tas de briques. C'était le symbole de tout ce qu'il avait abandonné, et de l'injustice sociale qu'il perpétuait désormais. Ce soir-là, Arthur était différent. Léa le sentit. Il était silencieux, son regard perdu dans le vide, tourmenté. Elle le vit regarder par la baie vitrée, non pas la ville scintillante, mais un point sombre et lointain, invisible pour elle. Se sentant enfin assez en sécurité pour partager son plus grand secret, elle alla chercher sa précieuse boîte à musique. Elle s'assit à côté de lui sur le canapé et, sans un mot, elle commença à manipuler l'objet. Ses petits doigts agiles firent glisser une minuscule latte de bois sur le côté, révélant une fente presque invisible. Elle en sortit une clé minuscule, qu'elle gardait cachée dans l'ourlet de son pyjama, et l'inséra dans un trou de serrure dissimulé sous le mécanisme. Un déclic se fit entendre. Le fond de la boîte s'ouvrit, révélant un double fond. À l'intérieur, pliée en 8, se trouvait une lettre, écrite sur un papier jauni et usé par le temps. Léa tendit la lettre à Arthur. C'était l'acte de confiance ultime. Le cœur battant, il déplia délicatement le papier. L'écriture était fine, élégante, mais tremblante par endroits. C'était la lettre de sa mère, Hélène, écrite quelques jours avant de mourir. « Ma chérie, ma Léa », commençait la lettre. « Si tu lis ces mots, c'est que je ne suis plus là pour te serrer dans mes bras. Ne sois pas triste. Je suis parti rejoindre les étoiles, et je veillerai sur toi pour toujours. » Arthur dut s'arrêter, la vue brouillée par les larmes. Il continua à lire. Hélène y décrivait la méchanceté et la cupidité de Nadine et Marc, sa peur de leur confier sa fille. « Ils ne voient que l'argent, mon trésor. Ne les laisse jamais te faire croire que tu n'as pas de valeur. » Puis venait le passage qui allait tout éclairer. « Je te laisse ma boîte à musique. La mélodie qu'elle joue, c'est notre chanson. Je l'ai composée pour toi. Un jour, je l'ai jouée dans un petit café pour gagner quelques pièces. Une femme très élégante est venue me voir. Elle avait les larmes aux yeux. Elle m'a dit que cette musique lui rappelait sa propre fille. Elle était si gentille. Elle s'appelait Hélène, comme moi. » Le monde d'Arthur s'arrêta de tourner. Hélène, sa femme, musicienne amatrice. Le lien n'était pas un miracle, ni une coïncidence cosmique. C'était le fruit d'une rencontre humaine, simple et magnifique. Sa femme, musicienne amatrice. Le lien n'était pas un miracle, ni une coïncidence cosmique. C'était le fruit d'une rencontre humaine, simple et magnifique. Arthur resta assis là, dans le silence de son penthouse, la lettre tremblant entre ses doigts. Il regarda Léa, qui le fixait avec une confiance absolue, comme si elle venait de lui confier la clé de son âme. À cet instant, Arthur comprit que toutes les pièces du puzzle s'emboîtaient. La lettre n'était pas seulement une preuve de la cruauté de Nadine et Marc, c'était un testament, une passerelle entre les morts et les vivants, un fil invisible qui avait réuni deux familles brisées par la perte. Une rage froide et déterminée le submergea. Il ne se battait plus seulement pour sauver une enfant, mais pour honorer la mémoire de deux Hélènes, celle de Léa et la sienne. La confrontation finale n'eut pas lieu dans un tribunal glacial et impersonnel, mais dans le bureau exigu du juge des enfants. L'atmosphère était lourde, presque irrespirable. Nadine et Marc étaient là, assis bien droits sur leur chaise, leurs visages composés en masques de chagrin et d'indignation.
Leur avocat, un homme au sourire carnassier, présentait leur cas avec une éloquence calculée, dépeignant Arthur comme un milliardaire capricieux, tentant d'arracher une enfant à sa famille aimante. Il parlait de stabilité, de lien du sang, utilisant des mots qui sonnaient creux dans la petite pièce. Le juge, une femme d'une cinquantaine d'années, au regard fatigué, écoutait patiemment, le menton posé sur ses mains. Elle avait vu des centaines de cas comme celui-ci, des tragédies familiales où la vérité était souvent la première victime. Elle se tourna vers Arthur, son expression neutre, presque sceptique. « Monsieur Dubois, vous avez des accusations très graves à porter. Avez-vous autre chose que des relevés bancaires et le rapport d'un détective privé ?» Arthur ne répondit pas tout de suite. Il sentit le petit corps de Léa se raidir à côté de lui. Il posa une main rassurante sur son épaule, puis sortit la lettre de la poche de sa veste. Le papier jauni semblait fragile, presque sacré, au milieu des dossiers administratifs posés sur le bureau. « J'ai la parole de sa mère, » dit-il simplement. L'avocat de Nadine et Marc laissa échapper un petit rire méprisant. « La parole d'une morte ? C'est un peu léger, vous ne trouvez pas ?» Mais le juge fit signe à l'avocat de se taire, les yeux fixés sur la lettre. « Lisez, » dit-elle. Arthur déplia le papier. Sa voix, habituellement si puissante dans les salles de conseil, était douce, presque un murmure, pour ne pas effrayer Léa. Il commença à lire. Chaque mot d'Hélène résonnait dans le silence du bureau comme une vérité irréfutable. Il eut la peur de la mère pour l'avenir de sa fille, sa description de la cupidité de sa sœur. Il lut le passage sur la boîte à musique, la mélodie composée comme un dernier acte d'amour. À mesure que la lecture avançait, les masques de Nadine et Marc commencèrent à se fissurer. Une perle de sueur coula sur la tempe de Marc. Nadine se tordait les mains sur son sac, son regard fuyant ne parvenant plus à croiser celui du juge. La vérité, simple et poignante, dépouillée de tout artifice juridique, remplissait la pièce. Quand Arthur eut fini, un long silence s'installa. Le juge regarda longuement le couple, puis son regard s'adoucit en se posant sur Léa, qui était restée muette, la tête baissée, pendant toute la lecture. D'une voix douce, la juge lui demanda « Léa, est-ce que tu veux nous dire quelque chose ?» Nadine se pencha en avant, prête à intervenir, mais le juge leva une main pour l'arrêter. Tous les regards étaient tournés vers la petite fille. Léa leva lentement la tête. Ses grands yeux firent le tour de la pièce, s'arrêtant sur sa tante et son oncle, puis sur Arthur, et enfin sur le visage bienveillant du juge. Pour la première fois devant une figure d'autorité, elle prit la parole. Sa voix était petite, à peine audible, mais chaque syllabe portait le poids de mois de souffrance. Il me laissait seule. Elle fit une pause, avala sa salive, puis ajouta les 3 mots qui scellèrent le destin de ces tortionnaires. J'avais faim. Ce fut tout. Il n'y avait rien à ajouter. Cette simple phrase d'enfant, prononcée avec une innocence déchirante, était plus accablante que toutes les preuves matérielles. C'était le coup de grâce. La comédie était terminée. On pouvait voir la défaite totale sur les visages de Nadine et Marc. Leur méchanceté banale, leur cruauté ordinaire, venaient d'être exposées à la lumière crue d'un bureau de juge par la plus pure des voix. La vérité, murmurée par une enfant, venait de triompher du mensonge le plus odieux. La décision du juge tomba comme un couperet, non pas avec la fureur d'un orage, mais avec le calme implacable de la justice. La garde provisoire de Léa fut immédiatement confiée à Arthur Dubois, et une enquête criminelle fut ouverte à l'encontre de Nadine et Marc pour détournement de fonds, négligence et maltraitance. Ils quittèrent le bureau non pas comme des parents éplorés, mais comme des accusés, leur méchanceté enfin mise à nu, leur avidité exposée au grand jour. Les mois qui suivirent ne furent pas une simple transition, mais une véritable reconstruction, brique par brique, de 2 vies brisées. La première chose qu'Arthur fit, aux grandes dames de son conseil d'administration, fut d'annuler le projet immobilier de la Guillotière. Devant des visages médusés, il annonça que l'immeuble où Léa avait vécu avec sa mère ne serait pas détruit. Au lieu de cela, il y consacra une part importante de sa fortune personnelle pour le rénover entièrement, le transformer en logements sociaux décents, avec une priorité pour les familles monoparentales. Mais ce n'était que le début de sa transformation. Il créa la Fondation Hélène, en l'honneur des 2 femmes qui avaient, sans le savoir, tissé le fil de son destin, la mère de Léa et sa propre épouse. La fondation avait pour but d'offrir des bourses, des instruments et un soutien logistique aux musiciens en difficulté et à leurs enfants,
s'assurant qu'aucun talent ne soit jamais éteint par la précarité. Enfin, il mit en vente le penthouse. Cet aquarium de verre, symbole de sa réussite et de sa solitude, fut vendu sans un regard en arrière. Arthur acheta une maison en pierre dans les Monts d'Or, juste à l'extérieur de Lyon. Une maison avec des volets bleus, des murs imparfaits et surtout, un grand jardin où une enfant pouvait courir, planter des fleurs et construire des cabanes. Pour la première fois depuis des décennies, Arthur Dubois ne construisait plus pour impressionner, il construisait pour vivre. La procédure d'adoption fut longue, mais Arthur s'y consacra avec une patience qu'il ne se connaissait pas. Léa, de son côté, s'épanouissait. Le silence et la peur laissèrent place au rire, aux questions curieuses, et même aux petites colères d'une enfant qui se sentait enfin assez en sécurité pour exister pleinement. Elle reprit le chemin de l'école et se découvrit une passion pour le dessin, couvrant les murs de sa nouvelle chambre de soleil, d'arbres et de portraits d'un grand bonhomme au sourire maladroit. Quelques mois plus tard, au printemps, le soleil de mai inondait le parc de la Tête d'Or. L'air était doux, rempli du parfum des roses et des rires des enfants. Arthur n'était plus en costume cravate. Vêtu d'un simple pull, il poussait doucement une balançoire. Sur la balançoire, une petite fille aux cheveux bruns volait de plus en plus haut, ses pieds s'élançant vers le ciel. C'était Léa. Et elle riait. Un rire cristallin, pur, un son si joyeux qu'il semblait pouvoir guérir toutes les blessures du monde. Arthur la regardait monter et descendre, et sur son visage, pour la première fois depuis la mort d'Éléonore, un sourire sincère et apaisé s'était installé. Un sourire qui ne venait pas de la satisfaction d'un contrat signé, mais de la plénitude d'un cœur qui avait réappris à aimer. Il n'avait pas simplement sauvé une enfant, c'est elle qui l'avait sauvée de lui-même, qui l'avait arrachée à sa prison dorée pour lui montrer où se trouvait la véritable richesse. Parfois, un cri de désespoir lancé dans l'obscurité n'est pas une fin, mais un appel qui attend d'être entendu par une autre âme perdue. Si cette histoire vous a touché, abonnez-vous à la chaîne. Je m'efforce de vous apporter des récits comme celui-ci aussi souvent que possible, pour éclairer un peu vos journées. Et s'il vous plaît, dites-moi dans les commentaires quelle note, de 0 à 10, vous donneriez à l'histoire d'Arthur et Léa. Je lis chacune de vos réponses. Votre soutien est tout pour moi.